Le mercredi 13 mai 2026, une veille de long week-end typique de cette période que l'on apprécie tant en France, je suis parti en Angleterre, accompagné de deux légendes du milieu parc-nautique français, Clément et Vianney, de la chaîne YouTube Les Frères Coaster. L'objectif, aller faire un voyage dans le sud du pays pour visiter 3 parcs d'attractions différents. Et pour ça, direction le ferry, une grande première pour moi qui suis plutôt habitué au trajet outre-Manche par voie souterraine ou aérienne. Je fais même pas genre. Arrivé de l'autre côté, bien fatigué, en passant une douce nuit dans un hôtel bien moyen de Douvres, nous aurons démarré ce périple par un parc à gros coaster, Thorpe Park. Et il s'agira du seul parc d'attractions qui n'est une découverte ni pour moi, ni pour les frères Coaster. Pour ma part, je l'avais découvert en août 2025, et c'est la raison pour laquelle j'aurais fait le choix de ne pas vous préparer de vidéo pour cette visite, parce que mon avis global a très peu changé par rapport à l'année dernière. Je vous inviterai en revanche à aller faire un tour sur la chaîne des frères Coaster, qui auront quant à eux fait une vidéo sur Thorpe, et dans laquelle vous aurez nos avis à chaud, avec notamment la découverte d'Hyperia pour Vianney, qui retournait sur le parc après 8 ans. Et de mon côté, partez du principe que j'adore toujours autant les attractions que j'avais déjà adorées lors de ma première visite. J'ai peut-être un poil plus apprécié Hyperia qu'en août 2025, beaucoup moins gêné par les vibrations dans les creux. J'ai également pu tester d'autres petits rides ici et là comme Detonator, la petite freefall du parc qui n'est clairement pas sous-estimée, et surtout ma petite revanche sur Ghost Train que j'ai enfin pu tester et que je ne peux que vous recommander. Je ne vous spoilerai pas ce qui s'y cache, mais si je peux dire une chose, c'est que si comme moi vous détestez les screamers dans les attractions horrifiques avec acteurs, croyez-moi, vous pouvez y aller sans crainte, on n'est pas du tout dans ce registre. Bref, Thorpe c'était super, mais maintenant passons à notre deuxième journée de visite et partons à la découverte d'un tout nouveau parc pour nous, Chessington World of Adventures. Situé dans la couronne londonienne, dans le même axe que Thorpe Park et Legoland Windsor, Chessington est un parc familial dont l'histoire commence réellement en 1931, lorsque Reginald Goddard, riche collectionneur d'animaux, décide d'y ouvrir un zoo privé pour montrer ses différentes espèces. Le parc succédera à plusieurs propriétaires après la mort de Goddard, pour finalement appartenir au Tussauds Group, qui sera lui-même racheté plus tard par le groupe Merlin, qui possède aujourd'hui une grande partie des parcs d'attractions du Royaume-Uni, dont on peut justement compter Thorpe Park ou le mythique Alton Towers. Et c'est dans les années 80 que la transformation de Chessington en tant que parc d'attractions arrive. Le zoo commençant peu à peu à perdre en fréquentation, le groupe propriétaire décide d'en faire un véritable parc à thème, posant les premières bases de ce qu'on y retrouve aujourd'hui, avec de nombreux vestiges encore bien présents dans le parc actuel. Et de mon côté, Chessington était peut-être l'un des parcs qui m'a hypé le plus au Royaume-Uni. Je l'avais toujours un peu vu comme ce joli parc familial en pleine forêt, plein de charme et de vécu. Alors c'est parti, allons voir maintenant ce qu'il vaut. On aura commencé notre journée par un modèle d'attraction qui n'est malheureusement plus en fabrication et qu'on aime toujours retrouver dans un parc, un spinning coaster signé Maurer. Ce beau pépère qui fête cette année ses 22 ans est l'un des fiers représentants de cette génération de spinning comme on n'en fait plus. Des trains dans lesquels nous sommes particulièrement exposés, bien légers et qui savent nous en foutre plein la tronche si tant est qu'on arrive à suffisamment déséquilibrer le train. Les plus novices auront reconnu le modèle de Crush Coaster à Disneyland Paris et les plus aguerris auront bien vu la ressemblance avec les Windjazz de Fantasyland. Et pour le coup, Dragon's Fury avait toujours été l'un de ceux qui me faisaient de l'œil depuis ma tendre enfance. Cet enchaînement avec cette drop suivi d'un horse-show bien tortueux m'avait toujours semblé excessivement fun. Et alors, une fois la porte d'entrée passée, voici ce qui m'a tout de suite frappé. Oh la musique, j'adore! L'audio dans la file d'attente est juste parfait. Ça sent les années 2000 à plein nez. Ce genre d'ambiance dont je suis particulièrement fan, rappelant certaines parties de nos grands parcs européens à la Efteling ou Fantasyland. Des atmosphères un poil kitsch, mais qui me rendront toujours nostalgique de cet air béni des parcs sur notre vieux continent. Alors par contre, côté file d'attente, je le conçois, on n'est pas sur la théma du siècle. C'est une espèce de parc à bœufs bien dégueulasse qui, Dieu merci, était particulièrement vide lors de notre visite. On se sera quand même un peu arrêté en plein milieu pour admirer le chantier de la future zone Minecraft qui ouvrira en 2027, et on voit d'ailleurs que le chantier a bien avancé puisqu'on reconnaît les rails massifs du modèle Multidimension Coaster de chez Intamin qui sera la star de cette partie du parc. Et une fois à bord de Dragon's Fury, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Et bien comme attendu,
C'est vraiment bien fun. À peine la drop entamée, notre train se déverrouille et se met à gentiment tourner pour nous envoyer tout droit dans ce horse-shoe qui est sans aucun doute le meilleur horse-shoe Maurer que vous pourrez croiser. Ça tape du gauche-droite en son entame et à sa sortie, et pour peu que vous vous mettiez à bien spinner comme Clément et moi dans cette vidéo, c'est juste complètement débile. Le reste de l'attraction est un savant mélange de zones de frein dans lesquelles le rythme n'est pour autant pas cassé puisque le train continue de tourner en plein milieu, un camelback malheureusement sans l'ombre d'un floating mais pourtant bien rigolo, des virages, encore des freins, puis encore des virages, et là, et ben en fait, on réalise juste que le coaster s'étale à mort. On a le sentiment de parcourir la moitié du parc, une véritable balade qui rend même intéressantes les parties les plus chill. Et même en l'ayant raidé 3 fois sur la journée, je serais complètement incapable de vous décrire clairement le layout. Sur la fin, ça commence un petit peu à se traîner, mais on arrive sur les freins finaux avec un grand sourire. Alors je vous spoil dès le début de la vidéo, mais il s'agit clairement pour moi du meilleur coaster du parc. C'est du old school comme j'aime, avec une bonne dose de fun et du charme à l'ancienne comme on ne verra plus. Donc à peine arrivé, et déjà une bonne impression sur Dragon's Fury. Qu'avons-nous par la suite? Alors on marche un peu et on arrive petit à petit face à une attraction particulièrement bien aimée pour son modèle, une Wild Mouse signée une fois de plus par Maurer. Un modèle de série qu'on connaît bien mais qui, contrairement à la plupart de ses sœurs, aura droit à une thématisation bien plus généreuse. La file d'attente est bien longue avec des détails dissimulés ici et là, et pendant le ride, des passages dans des bâtiments et autres tunnels qui ajoutent un charme tout particulier à ce modèle, pourtant si basique. Alors par contre oui, comme la plupart des Wild Mouse signés Maurer, on est là sur une attraction qui est quand même sacrément brusque. Elle est brusque par contre. Elle est vraiment brusque. Elle est pas douce avec nous, hein. Alors clairement, si vous montez à bord de Rattlesnake, un conseil, agrippez-vous et gainez les abdos. Sorti de cette attraction, on ne sera pas passé à côté de cette immondice. La nouveauté 2026, la nouvelle zone thématisée sur la Pat' Patrouille. Ah oui, on passe d'une attraction bien amenée, bien thématisée et avec beaucoup de charme à ce truc juste complètement criard qui nous pète aux yeux comme Montparnasse en plein milieu de Paris. Mais alors bon, oui, il va falloir quand même passer faire un tour dans cette zone, déjà parce qu'il faut bien se faire un avis sur l'ensemble du parc, mais surtout parce qu'en tant que collectionneur de montagnes russes, nous avions un +1 à ajouter à notre compteur. Alors honnêtement, et c'est peut-être une hot take, mais mis à part quand on est à l'extérieur de la zone, je trouve que cette nouvelle partie du parc est franchement bien foutue. Oui, on n'est pas sur un truc immersif et réaliste. C'est très coloré et criard et ça dénote complètement de l'atmosphère typique de Chessington, mais si on se focalise uniquement sur le thème de la licence utilisée, on est en plein dedans. À noter bien sûr cette évidence qui est que nous ne sommes clairement pas la cible, mais pour des gamins qui aimeraient la licence, je trouve que cette zone est franchement réussie. On a plein de petits flat rides variés, on est dans le mood du dessin animé, avec une patte très cartoon mais qui à mon sens est plutôt réussie et bien assumée, et la fameuse grosse nouveauté, Chase Mountain Mission, un kiddie coaster de chez Zierer. Le modèle on le connaît, hein. C'est juste pour nous un coaster en plus à la collection, et rien d'intéressant pour un public adulte, mais quelle ne fut pas notre surprise quand nous avons réalisé qu'en plein milieu de la file, le parc s'était emmerdé à mettre un pré-show dans lequel nous sommes censés monter dans la fameuse tour de la Pat' Patrouille. Oui, je vous l'avais dit, on n'est clairement pas la cible du truc, mais je vous promets qu'à en voir la réaction des gamins qui montaient dedans, on peut clairement dire que Chessington a bien réussi son coup. Et c'est très fort de leur part parce que là où de nombreux parcs d'attractions auraient privilégié la thématisation des files de leurs gros hits et posé les plus petites attractions sans trop d'efforts, Chessington est allé jusqu'à proposer une vraie expérience complète, même pour ses plus jeunes visiteurs. Et là-dessus, franchement, chapeau bas pour le parc. Parce que je pense que c'est vraiment précieux pour un parc familial de ne pas négliger un public pour un autre. Et là-dessus, Chessington plaira aussi bien aux plus petits qu'au plus grand. Bon allez, par contre, on va quand même pas abuser. On a vu rapidement la zone, maintenant on va quand même aller voir le reste du parc. Et là, mesdames et messieurs, je vous avoue que je suis très content parce que je m'apprête à ce moment-là à aller tester un coaster qui fait partie de mes coasters de rêve depuis des années. Dragon's Fury en faisait partie, mais celui-là c'est quand même un cran au-dessus, une vieillerie comme on n'en fait plus, au charme rare et d'un modèle unique en Europe. À ce moment-là, il est temps pour nous d'aller tester Vampire.
ce coaster est une pièce de musée. Ouvert en 1990 par le constructeur disparu Arrow Dynamics, Vampire est l'un des derniers survivants du modèle Suspended Coaster. Unique en Europe, ce coaster aura clairement marqué des générations de passionnés de parcs d'attractions au Royaume-Uni. Vampire est un peu un monstre de Frankenstein dans son genre, parce qu'il ne tourne pas avec ses trains d'origine, propres à ce modèle de chez Arrow, mais désormais avec des trains de chez Vekoma, qui proposent un style plus proche de celui d'un inverted coaster, avec les jambes dans le vide, mais en conservant cette particularité propre au Suspended Coaster, à savoir le fait d'avoir un train qui peut basculer de gauche à droite, même lorsque le rail est en ligne droite, qui annule complètement toute sensation de gélatéraux, et pour le coup j'avais déjà testé un coaster Suspended à Bobbejaanland Land, mais intégralement conçu par Vekoma, et pour le coup celui-là était particulièrement gaze, je dois le reconnaître. Mais je connaissais la réputation des Suspended de chez Arrow, et même si j'avais conscience que Vampire était peut-être le moins intense de tous ceux encore en activité, vous vous doutez bien que ce genre de montagne russe bien rare, ça attire un collectionneur. Ajoutez à ça que le coaster se développe dans un cadre exceptionnel, en pleine forêt, et de surcroît avec un thème horrifique. On a donc la recette parfaite pour que je tombe amoureux de ce coaster. Et je vous le dis, ça a clairement été à la hauteur de mes attentes. Alors je vais mettre une petite alerte spoiler pour celles et ceux qui voudraient uniquement connaître mon avis sur le ride en tant que tel, et donc dans ce cas, allez directement au marqueur qui s'affiche en haut à droite. Et pour les autres, je vous emmène avec nous dans la file d'attente de Vampire. Alors clairement, celle-ci nous met direct dans l'ambiance. On retrouvera un mood proche d'un Phantom Manor, tout en ayant plus un aspect jardin au milieu des bois. On a de la thématisation dissimulée ici et là, les trains passent au-dessus de notre tête, et puis la file s'arrête. On attend qu'une opératrice nous ouvre le passage, et voici venu notre tour. Nous avançons dans un long chemin qui semble mener directement à l'entrée d'un bâtiment, la lumière disparaît, et nous voici à l'intérieur de la gare de Vampire. Une gare qui a un cachet de fou. Nous voyons au bout de la pièce un immense orgue sur lequel est justement en train de jouer l'hôte de ces lieux. L'animatronique est exceptionnel. Ça sent le vieux ride, mais c'est vraiment dans son époque. Le mood de la gare est d'un kitsch qui ne me laisse clairement pas indifférent, car maintenant, vous l'aurez compris, je suis un fan inconditionnel des vieux rides européens qui sentent les années 80-90 à plein nez. On prend place dans nos trains Vekoma et nous voici partis. Alors, le ride en tant que tel, je vais être honnête avec vous, c'est une balade. Mais quelle balade! On sillonne dans les bois, on frôle les arbres, on survole la zone, c'est tellement joli. Le petit passage au-dessus de la rue qui mène à l'entrée de l'attraction ajoute du cachet à la fois pour nous en tant que rider que pour les passants de cette zone. Alors je l'admets, on sent que ça n'est pas tout jeune et certains passages peuvent être un poil drus avec 2 ou 3 petits taquets, mais qui à mon sens restent acceptables au vu de l'âge du bestiau. Et puis vint le moment de cette petite drop en virage vers un tunnel qui nous fait prendre plus de vitesse juste avant de choper un autre virage à sa sortie et nous faire expérimenter tout l'intérêt de ce genre de coaster en se faisant valdinguer gentiment vers la gauche. Et donc au final, Vampire est un coaster d'ambiance qu'on apprécie pour son charme et sa patine, c'est peu sensationnel mais on est quand même content d'avoir droit à cette petite démo de bon virage typique d'un Suspended Coaster de chez Arrow. Je ne vous cache pas que je suis sorti de ce ride bien heureux en ayant une sacrée envie d'en tester d'autres du même modèle côté nord-américain. Et enfin, l'une des dernières grosses zones du parc, ouverte en 2023, la zone Jumanji. Là, je le reconnais, ça sent plus le neuf que le reste de Chessington, mais contrairement à la Patte Patrouille, on reste clairement dans le thème aventure. Cette entrée en jette. Au-dessus de nous, on a cette longue inversion qui appartient au gros coaster de la zone, Mandrill Mayhem, et au loin, le regard se fige sur cette immense statue autour de laquelle va tourner ce coaster. Clairement, en termes de scénographie, c'est juste parfait. C'est propre, c'est attirant, non franchement, ça claque. La zone est pas très grande et clairement, c'est bien le coaster qui en délimite le pourtour. Le parc a tout de même fait l'effort de mettre quelques petits flat rides sympathiques ici et là, mais c'est bien ce mastodonte qui attire tout de suite le regard. Alors allons-y. Dans ce cas-là, testons Mandrill Mayhem. Et nous avons ici affaire à un coaster de nos amis de chez Bolliger & Mabillard, également appelé B&M. Et ce qui me fait drôle, c'est de poursuivre cette explication en disant ici que nous avons affaire à un coaster semi-familial, semi-sensationnel. Parce que B&M est initialement réputé comme étant un constructeur de grosses machines, bien sensationnelles et qui tiennent dans le temps. Et retenez bien ce dernier critère, c'est important pour la suite. Pour vous donner un exemple, B&M est derrière des coasters comme Shambhala à PortAventura, Osiris au parc Astérix ou encore The Swarm à Fort Park, que nous avions justement fait la veille. Et je n'ai pas choisi de vous parler de The Swarm par hasard parce que celui-ci est un coaster du modèle Wing Coaster, modèle auquel appartient également Mandrill Mayhem. À la seule différence qu'ici, Mandrill pousse beaucoup moins. Et c'est justement le but de cette montagne russe, créer une première expérience à sensation pour les plus jeunes ou les riders moins aguerris, avec une inversion au milieu du parcours et des passages en avant et en arrière. Sauf que
C'est justement ça qui fait bizarre. Là où B&M avait cette réputation de géant du thrill coaster, ces dernières années, le constructeur a changé de trajectoire en voulant prendre un ticket pour faire partie des constructeurs un peu plus familiaux. Alors ils n'ont pas pour autant arrêté de construire des grosses machines, mais il n'empêche qu'ils font maintenant partie de cette catégorie. Et à mon sens, c'est un peu une erreur, parce que ça casse un peu l'image de la marque. En ajoutant à ça que B&M est un constructeur particulièrement cher, c'est un peu l'équivalent du Ferrari chez les constructeurs de montagnes russes. Alors je sais pas vraiment si cette offre va tenir sur le long terme, quoi qu'il en soit, c'est le premier coaster soft de la firme que l'on teste, alors autant voir ce que ça vaut vraiment. Et honnêtement, d'un point de vue thématisation, rien à redire. On n'est pas sur du Disney ou du Universal bien évidemment, mais le travail qu'on a sur les éléments de décor fait sacrément le boulot. On a un design de train qui est unique sur ce modèle, et certains les trouveront moches. De mon côté, je trouve que ça a le mérite d'être original. Et une fois dans le coaster, qu'est-ce que ça vaut? Déjà d'un point de vue expérience, vous avez la possibilité de le faire sur une rangée inverse à tous les autres sièges. Une partie qui est située tout au fond du train, ce qui fait que quand le train partira en avant, vous irez en arrière, et à l'inverse, lorsqu'il ira en arrière, vous irez en avant. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de le faire à cette place, mais Vianney et Clément, qui ont eu l'occasion de le tester, ont pu me dire que ça n'était pas spécialement désagréable. Alors on y va. Le train démarre, un launch en arrière, un petit virage et une spike franchement fun lorsqu'on se trouve sur la partie arrière du train. On est suspendu dans le siège et c'est franchement rigolo. Et puis repassage en gare avec un peu plus de vitesse, on se refait launcher et pour du familial, ça n'est clairement pas nul. On arrive dans cet élément bien long, une inline twist presque modelée comme une Earthline, on passe au-dessus de l'entrée de la zone et à ce moment-là, je réalise un truc pas totalement dingue. Le train vibre. Alors attention, rien de méchant, ça n'est pas au point de ruiner l'expérience, ne vous en faites pas, mais on capte tout de suite que les grands bras de ce train Wing battent des ailes aux moindres contraintes de force. L'impression que les mandrills sur lesquels nous nous trouvons essaient de jouer au basket avec nos sièges. Allez, on sort de cet élément, on se refait un poil boosté pour arriver dans cet élément très visuel, une hélice montante tournant autour de cette statue. Alors étonnamment, je vous avoue que c'est également très stylé à l'intérieur du ride. On passe tout proche de cette tête de tigre, le train ralentit, et c'est parti pour le passage en arrière, ou en avant si vous êtes situé sur le tout dernier rang. Les sièges refont du yo-yo, toujours rien d'alarmant, mais ça commence à être un poil chiant, on refait la même en couleur, mais à l'envers, jusqu'à revenir en gare, et freiner pour terminer ce tour. Et alors, que dire de Mandrill au global? Eh ben c'est mignon, c'est pas du tout un coaster à se taper le cul par terre, mais je suis content de l'avoir essayé. C'est un peu une bizarrerie dans son genre, déjà parce que du Family Coaster B&M c'est presque antinomique, mais aussi parce que faire du launch et avoir des parties en arrière sur ce genre de modèle, c'est sacrément rare. À mon sens, c'est un coaster qui n'est pas du tout un immanquable du constructeur, mais qui a le mérite d'exister avec toutes ses petites particularités, et qui est, je pense, un excellent ajout pour un parc familial comme Chessington, qui n'avait jusqu'à maintenant aucune montagne russe comportant des inversions. Et puis cette zone quoi, non franchement, ça en jette. Maintenant c'est clair que ça m'inquiète un peu pour l'avenir de B&M, qui est un constructeur que j'apprécie tout particulièrement. Ils ont été réputés pour leur confort exemplaire en créant des coasters qui vieillissent très bien, et là, alors qu'on est sur du coaster familial qui n'a que 3 ans, on sent des petites vibrations qui ne présagent rien de bon pour les années à venir. Et ce constat, je l'ai entendu de la part de plein d'autres passionnés qui ont eu l'occasion de rider des B&M modernes. Sur du Mandrill ça passe, c'est plutôt lent donc ça n'est pas si chiant que ça, mais sur des coasters plus gros comme Rapterra à Kings Dominion, je veux même pas imaginer les dégâts à long terme. Maintenant que je vous ai parlé des 5 coasters du parc, il faut que je vous parle de 2 choses importantes au sujet de Chessington. L'une étant un point plus que positif, et la deuxième qui, pour le coup, m'aura presque donné envie de quitter le parc en plein milieu de journée. Ah, vous avez vu, je tease bien la suite de la vidéo pour vous donner envie de rester jusqu'au bout. Alors bon, commençons par le positif, et qui est pour moi le conseil principal que je vous donnerai si vous décidez de vous rendre à Chessington. Faire des coasters, c'est bien, on a envie de tous les tester, mais si vous êtes de passage sur le parc, s'il vous plaît, ne venez pas juste pour les montagnes russes, et partez à la recherche de toutes les attractions planquées que le parc a à vous offrir. Chessington a cette particularité d'être un parc avec des attractions indoor, posées ici et là. Avec Vianney et Clément, on savait pas trop ce qui pouvait s'y cacher, et nous sommes entrés un peu naïvement dans plusieurs bâtiments. Et résultat, on aura tenté ce petit manoir bien charmant dans lequel nous aurons trouvé un parcours de type walkthrough, vraiment mignon, dans un bâtiment qui a juste un cachet de malade, également un dark ride sur le thème du Gruffalo, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et surtout, ce dark ride. Déjà, la file d'attente est magnifique, on sent direct qu'on a droit à un thème aventurier, et on en vient même à se demander ce que Disneyland Paris a bien pu foutre pour nous pondre un truc moins bien avec Indiana Jones et le Temple du Péril. Disney,
venez un petit coup à Chessington et prenez-en de la graine. Et puis, sans trop savoir à quoi nous attendre, nous sommes montés à bord de ce Dark Ride interactif. Et sans vous spoiler, je peux simplement vous dire que c'est un immanquable sur une visite. À titre personnel, je trouve même que l'aspect interactif ne permet pas complètement de profiter de la thématisation si intéressante que le Dark Ride nous propose. Mais ça, c'est un avis que j'aurais tendance à donner sur l'ensemble des Dark Rides interactifs, un minimum bien thématisé. En tout cas, faites-moi confiance, passez faire un tour du côté de Tomb Blaster. Si vous aimez ce type de Dark Ride, vous ne serez clairement pas déçus. Piou piou, piou piou. En revanche, si on passe maintenant à un sujet qui fâche, et c'est la chose pour laquelle je vous recommande de ne pas passer du temps, c'est toute la partie zoologique de Chessington. Parce que oui, si Chessington est un bon parc mécanique, sa partie zoo est l'une des plus tristes qu'il m'ait été donné de voir. Je pense qu'on est sûrement à un bon gros 8 sur 10 sur l'échelle du zoo d'Amnéville. C'est vous dire à quel point c'est flippant. Alors à titre personnel, je ne suis pas un très grand fan des zoos classiques, même si je peux comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir avec tous ces sujets de préservation des espèces en danger, si tant est que les enclos soient suffisamment grands et bien pensés pour que les animaux puissent s'y épanouir et éviter, lorsqu'ils le souhaitent, le regard des visiteurs et les cris des enfants. Mais à Chessington, il faut croire qu'on en a juste rien à foutre. Des hiboux dans des cages de 3 mètres carrés à tout péter, ok. Des lions de mer qui s'ennuient tellement qu'ils n'attendent que l'heure de la bouffe, ok. Un soi-disant safari, mais dans lequel des jeeps remplis de visiteurs bruyants vont passer toutes les 5 minutes dans des enclos de girafes qui n'ont pas d'autre choix que d'être là, ok. Et le clou du spectacle, les loutres. Ça franchement, c'était pour me terminer. On a vu l'enclos, et en l'absence d'eau dans le bassin en béton, notre réaction naturelle à tous les trois a été de dire « Ah bon bah, y a pas de loutre aujourd'hui ». Eh bah si, il y avait les loutres, mais posées là, sur du béton tout sale, sans un pet d'eau, dans cet enclos minuscule. Non, sérieusement, c'est quoi ces conditions déplorables? On est dans un zoo japonais ou c'est comment? Vraiment, je vous assure que ça m'a bien foutu le cafard. Et au final, c'est ça qui est terrible avec Chessington. C'est à la fois une excellente découverte en tant que parc d'attractions, que je ne peux que vous recommander, mais étant particulièrement sensible à ce sujet, je ne suis clairement pas sûr de vouloir y retourner, du moins tant que le parc est géré de cette manière. Alors oui, Chessington est un parc animalier pour des raisons historiques, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais à titre personnel, je trouve ce type de présentation d'un autre temps, et alors qu'on vit dans une époque où ce sujet est un peu plus pris au sérieux, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le bien-être animal, ça me fait franchement bizarre. Alors voilà ce que je peux dire sur Chessington, un parc qui m'aura à la fois mis profondément mal à l'aise sur sa partie zoologique et en même temps qui m'aura complètement charmé sur sa partie parc d'attractions. Parce que ça a énormément de charme, on sent que c'est un parc qui a une âme et du vécu. C'est le genre de parc d'attractions familial dont je suis complètement fan. La nature a une place importante et donne le sentiment que ces attractions ont toujours été là. Les attractions ne sont pas posées juste pour remplir la collection du parc, mais tout est là pour faire un ensemble harmonieux, avec un accent particulièrement mis sur les files d'attente qui sont très bien fournis. Bref, le terme World of Adventure dans le nom du parc n'est clairement pas volé. C'est devenu l'un de mes parcs familiaux préférés, mais que j'aurais malheureusement du mal à recommander pour cette partie sombre que je ne soupçonnais pas avant ma visite de Chessington. Alors oui, je l'admets, c'est pas top comme fin de vidéo, mais je ne peux m'empêcher d'avoir cet avis mitigé sur le parc. Quoi qu'il en soit, c'est testé, et je vous laisse bien évidemment vous faire votre propre avis. L'intérêt de cette vidéo est surtout de vous montrer tous les aspects de ce parc, qu'ils soient aussi bien positifs que négatifs, et la manière dont j'ai pu les vivre durant ma visite. De notre côté, notre voyage ne s'arrête pas là. Il nous reste un troisième parc, cette fois-ci dans le sud du pays, puisque nous irons le lendemain matin en direction de Paultons Park, un parc d'attractions familial qui se développe pas mal ces dernières années et qui ouvre justement une toute nouvelle zone et son premier coaster à inversion le jour de notre visite. Ah ça c'est sûr, on va en croiser du gratin du YouTube Park britannique. Et non pas le gratin de pommes de terre. Alors si vous ne voulez pas manquer la sortie de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à mettre un like sous cette vidéo si elle vous a plu, ça permet notamment de la mettre en avant. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à plus, les coaster fans.